bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui aborder le bilan d'une autre manière, une manière complémentaire de celle que nous avons déjà pu rencontrer. En effet, lorsque nous avons travaillé sur le bilan fonctionnel, nous avons travaillé sur des éléments comme le besoin en fonds de roulement d'exploitation, la trésorerie nette, le fonds de roulement global, et puis un certain nombre de ratios qui accompagnaient tout cela. Ce qui nous a manqué, c'est l'idée en fait de délai, l'idée de temps. On avait une idée de ce que pouvait être la trésorerie nette, mais d'un autre côté, est-ce qu'on sait si l'entreprise est capable de faire face à ce qu'elle doit? Est-ce qu'elle est donc solvable? Par ailleurs, est-ce que cette même entreprise, au-delà de la solvabilité, est capable de payer à l'échéance ce qu'elle doit? L'idée de liquidité est présente. C'est ce que va tenter de mettre en place cette autre méthode de l'approche du bilan. C'est la méthode qu'on appelle le bilan fonctionnel. Voyons comment ça se passe. Le principe général est le suivant. Je prends ici de manière très figurée un bilan, vous retrouvez l'actif et le passif, et dans un premier temps, je vais uniquement prendre l'actif qui a de la valeur. Pour ceci, on va identifier ce qui est appelé un actif sans valeur, appelé également actif fictif. On en trouve ensuite une partie des actifs qui, eux, conserveront de la valeur, ce qu'on appellera les autres actifs. Ces autres actifs, on les comparera aux dettes ou à des éléments qui ressemblent à de la dette. Ce qui nous donnera alors la partie restante, une fois que la dette est retranchée, c'est la partie des actifs qu'on appelle l'actif net comptable. Dit autrement, cela ressemble à la valeur des capitaux propres de l'entreprise. Alors ces actifs fictifs, quels sont-ils? On en retrouve quatre familles principales. On retrouve les frais d'établissement, c'est-à-dire ce que l'on a engagé comme charge nécessaire pour donner une vie légale à l'entreprise. Ces frais d'établissement vont être amortis. Et c'est pour ça que c'est une charge en fait qui n'est pas considérée comme telle dans la comptabilité. Elle va être considérée comme étant un actif immobilisé qui va être dans la section incorporelle et qui va donner lieu à un amortissement. Mais vous serez sans doute d'accord avec moi pour dire que ces frais d'établissement, ces éléments qui ont été réglés à la création de l'entreprise, ne pourront pas éventuellement être revendus. C'est bien une non-valeur. On va retrouver également des frais de recherche et développement. Ceux-ci sont considérés aussi comme amortissables. Ce sont tous les frais qui ont été initiés pour développer un nouveau produit, une nouvelle technique, un nouveau processus, du design, etc., qui donneront lieu à de la richesse future, très certainement, mais qui pour l'instant n'ont strictement aucune valeur. Si vos frais de recherche et développement débouchent concrètement sur quelque chose, vous déposerez par exemple un brevet, où vous aurez une nouvelle marque, et c'est cette marque qui aura de la valeur, qu'on le retrouvera également comme un actif dans le bilan. La troisième sorte, ce sont les primes de remboursement des obligations. Une entreprise peut très bien émettre un emprunt obligataire. Et un emprunt obligataire, c'est extrêmement concurrentiel. Aujourd'hui, les États, les collectivités locales, les grandes entreprises émettent toutes des emprunts obligataires pour se financer. Et ce type de dette va devoir donc être entre guillemets marketé pour attirer les investisseurs. On peut très bien imaginer qu'entre la valeur nominale de l'obligation et sa valeur de remboursement, on ait une différence. C'est-à-dire que je puisse vous promettre de rembourser plus que ce que vous avez prêté initialement. Ce qui amène un déséquilibre entre l'actif et le passif du bilan. Vous auriez par exemple une dette de 110, vous avez rajouté 10 de valeur à la valeur nominale de l'obligation. C'est donc ce que vous vous engagez à rembourser. Mais les 100 qui vous ont été prêtés initialement ont
ont permis, par exemple, d'acheter un actif, mais pour une valeur de 100. Vous vous retrouvez avec un actif de 100, un passif de 110, donc un bilan pour lequel il manque un petit quelque chose du côté de l'actif. On le crée, c'est artificiel, ça n'a pas de valeur, c'est la prime de remboursement des obligations. Et puis on a également la quatrième sorte d'actifs fictifs, c'est ce qu'on appelle les charges à répartir sur plusieurs exercices. Le principe finalement est le même sur le fond que les trois précédents. On a une charge d'un montant important, mais qui a priori engage l'avenir sur plusieurs années de l'entreprise. Et bien à partir de ce moment-là, on va considérer que cette charge va être répartie sur les différentes années concernées. Par exemple, vous pourriez très bien avoir des frais d'émission d'un emprunt. Cet emprunt a une durée de vie de plusieurs années et on considérera que cette charge, ce montant de frais d'émission, va être réparti sur les années de vie de l'emprunt. Et ce montant va devoir être viré de manière successive de l'actif au compte de résultat. C'est un amortissement. Vous verrez très certainement en comptabilité que c'est ce qu'on appelle un amortissement direct au bilan. C'est donc la première rectification que l'on fait au niveau de notre bilan comptable. On enlève les éléments d'actifs fictifs. Tant l'actif que du passif, de manière à ce que l'égalité entre les deux parties soit respectée. Ensuite, cette méthode va devoir tenir compte de certains autres éléments, notamment le terme réel des dettes. Puisque tout l'intérêt de ce qu'on se recherche, c'est de savoir si on va devoir, par exemple, régler une dette d'ici 1 an, ou peut-être d'ici 5 ans, voire plus. Ce qui donne aussi un peu l'élément d'urgence en termes de liquidité. Si vous avez besoin de rembourser toutes vos dettes dans le courant de l'année, ça ne signifie pas la même chose que se dire on a par exemple 5 ans, 6 ans ou 10 ans pour le faire. On devra tenir compte aussi des provisions. En effet, vous avez des provisions pour risques et charges. Eh bien, ces provisions pour risques et charges, comment s'en occupe-t-on? Eh bien, si vous êtes face à une provision qui a été passée pour un événement considéré comme risqué, cette provision, il va y avoir soit un événement qui a lieu et pour lequel inéluctablement vous avez une dette qui va apparaître. Par exemple, il y a un procès, il y a de très fortes chances que vous perdiez ce procès et on va vous demander de régler des indemnités à la partie adverse. Et bien là, vous avez quelque chose qui déjà peut être pressenti comme une dette et il faudra bien la verser. La provision, alors, va être rattachée au domaine des dettes de l'entreprise. Et il faudra s'intéresser à la durée. Est-ce qu'on pense qu'on est face à un événement qui va arriver sur un terme court ou au contraire un terme long? Deuxième possibilité, très très faible probabilité que l'événement survienne. A priori, si on revient sur un exemple qui est un procès, vous avez toutes les chances de le gagner. Ce qui veut dire qu'en fait, à la date de l'événement, vous ne serez pas condamné, vous n'aurez rien à verser, les provisions qui ont été accumulées au fil des ans vont donner lieu à une reprise, et s'il y a reprise, il y a augmentation des produits, donc du résultat, donc des capitaux propres de l'entreprise derrière. Voilà le traitement de ces provisions. Et puis enfin les actifs, il faudra se poser la question de leur valeur réelle et non pas de leur valeur comptable. Parce qu'en effet, vous pouvez posséder par exemple un terrain, et ce terrain prend de la valeur au fil des ans. Et bien cet actif-là va permettre de couvrir des éléments du passif. On aura tendance à préférer une valeur de marché, une valeur réelle, comme également des matériels peuvent se déprécier bien plus rapidement que ce qui était prévu pour de l'amortissement. Là aussi, il faudrait prendre la valeur réelle. Pour ce qui va être la fin de cette vidéo, nous allons passer sur quelque chose qui est une application numérique. Et pour ceci, on va retrouver le cas panique qui a pu nous suivre déjà sur plusieurs vidéos. On va le compléter en disant que les provisions pour risques et charges
correspondent à des charges à payer dans 3 mois. C'est-à-dire qu'on est face à un événement qui va réellement avoir lieu, qui va réellement nous impacter, et ceci dans un court terme, extrêmement court, 3 mois. Notre entreprise a des bénéfices qui ont été constitués. Et ces bénéfices, eh bien, pour une partie, va être distribué aux associés, 50%. C'est-à-dire que déjà, j'ai promis ces bénéfices à mes associés. J'ai une dette déjà vis-à-vis d'eux. Notre bilan financier pour Panic, alors, deviendra le suivant. On va tout d'abord aller chercher les actifs à plus d'1 an. Pour ces actifs à plus d'1 an, voilà comment on procède. On prend le montant du total des actifs, partie nette de l'actif du bilan comptable, on retraite les actifs fictifs, ici on en avait 2, les frais d'établissement pour 1 et les frais de recherche et développement pour 4. Nous avions également un actif qui était indiqué comme étant réalisable à moins d'1 an. Comprenez par exemple qu'on a prévu qu'une immobilisation serait cédée dans quelques mois. Ce n'est pas donc considéré comme quelque chose qui va rester durablement au sein de l'entreprise. Par ailleurs, lorsqu'on a regardé l'actif à moins d'1 an, il nous a indiqué qu'il y a un actif qui, au contraire, ne sera pas liquide dans les prochains mois. Au contraire, on sera sur une durée beaucoup plus longue. On va le reclasser dans les actifs à plus d'1 an. C'est comme ceci qu'on obtient nos 4834. Pour l'actif à moins d'1 an, même principe. On va récupérer le total de l'actif net du bilan, 5640. C'est là où on a le plus de chances d'avoir des actifs à moins d'1 an. Et on va dire, on va rattacher alors à celui-ci l'actif immobilisé à moins d'1 an, plus 100, et on va retrancher l'actif circulant à plus d'1 an, les 47 qu'on a vus précédemment. Ça nous donne alors un montant total de 10 527 pour l'actif du bilan financier. Du côté du passif, eh bien, on va aller chercher les choses suivantes. On dira, je prends le total qui apparaît au niveau du passif, le montant des capitaux propres, du passif comptable, 4478. Au sein de ce total, j'ai le bénéfice de l'entreprise qui figure. La moitié, on l'a vu précédemment, va être distribuée aux associés. Je le retranche. Si éventuellement on a derrière des autres capitaux propres, eh bien, on les prendra en compte. Et puis on va retrancher enfin les actifs fictifs, c'est-à-dire les frais d'établissement, les frais de recherche et développement qu'on a déjà retranchés de l'actif. Puis également, on avait tout en bas du bilan des charges à répartir pour moins 183 que l'on retranche également. Pour la dette à plus d'1 an, eh bien, on prend le montant des dettes telles qu'elles nous sont détaillées, soit en bas du bilan, soit dans l'annexe, où on vous dit, dans l'ensemble des dettes de l'entreprise, une partie est à plus d'1 an, une partie est à moins d'1 an. Pour la dette à moins d'1 an, on prend donc la partie correspondante, qui était indiquée, 4163, et puis on se souvient qu'il y a 2 événements qui vont venir compléter tout cela. Il y a tout d'abord le bénéfice de l'entreprise qui, pour moitié, a été promis aux associés. C'est une dette de court terme, en tout cas, on peut le penser. Et puis on avait notre fameuse provision pour risque, vous vous souvenez, considérée comme une charge à payer dans une période des 3 mois qui viennent. Les 240 de provision pour risque sont alors ajoutés à la dette à moins d'1 an. Quand je fais la somme de ceci, eh bien, je retrouve les 10 527 équivalents à celui de l'actif. Ensuite, eh bien, ce bilan financier en soi n'est pas la finalité. C'est seulement une étape intermédiaire qui doit permettre de calculer des ratios. Les ratios, on en a un nombre assez important, mais il y en a au moins une toute petite poignée qui sont fondamentaux. Le premier, c'est le ratio de solvabilité générale. Répondre à la question
j'ai un montant de dette, quel qu'en soit le terme, est-ce qu'en face, j'ai assez d'actifs pour faire front? Je vais ainsi avoir un ratio qui va être un ratio pour lequel je prends la valeur totale de l'actif de l'entreprise, que je vais diviser par la totalité des dettes de celle-ci. Ici, on prend donc les 10 527, que l'on va diviser par la dette à plus d'un an, 1834, plus la dette à moins d'un an, 4781. Quand je fais ce calcul, je trouve un ratio de E1 de 1,59. Comprenez donc que l'actif total est de 1,59 fois plus élevé que la dette totale de l'entreprise. La dette totale est donc couverte. Ce qui est important, c'est surtout pouvoir comparer ce ratio avec le même ratio des années précédentes de l'entreprise, mais également avec ce ratio issu d'entreprises similaires en termes d'activité et donc concurrentes. Deuxième ratio, le ratio dit de liquidité générale. Comme je vous le disais, être solvable, c'est plutôt bien, mais être solvable à la date d'échéance, c'est beaucoup mieux. Donc pour cette liquidité générale, on va dire dans un premier temps, eh bien, on va regarder quel est l'actif à moins d'un an dont dispose l'entreprise. Comprenez ce qui a priori va devoir être rendu liquide dans les prochains mois, que l'on va comparer à la dette de même durée, dette à moins d'un an. Ici, on a donc notre actif à moins d'un an, 6693, notre dette à moins d'un an, 4781, on trouve un ratio de 1,19. Ce qui veut dire que l'on a légèrement plus d'actifs qui sera liquide dans les prochains mois que l'on a de dettes de même durée. Ce ratio, pour pouvoir en parler, il faut également avoir le même réflexe que précédemment, le comparer pour cette même entreprise dans le temps, et le comparer avec les entreprises similaires à celles que l'on étudie. Le problème, c'est que quand on est uniquement sur la liquidité générale, c'est qu'on est dans une idée où l'entreprise va liquider l'intégralité de son actif à moins d'un an. Par exemple, ses stocks. Imaginez que vous êtes une entreprise qui fait du négoce, vous liquidez la totalité de vos stocks de marchandises, ou de tout ce qui peut être votre matière première pour une entreprise de production. Ça veut dire que quelque part, vous êtes dans une idée où on arrête l'activité. Donc on a développé des ratios, notamment un ratio qu'on appelle de liquidité réduite, où on va faire un calcul très similaire, sauf qu'on va enlever de l'actif à moins d'un an la valeur des stocks de l'entreprise. On est dans une logique de continuité d'activité. Dans ce cas-là, voilà ce qui se passe. On était à 5693 d'actifs à moins d'un an. J'enlève tous les types de stocks qui sont à l'actif du bilan comptable, que ce soit des stocks de produits finis, de matières premières, de marchandises, d'en cours de production. Et je divise tout ça par notre dette à moins d'un an. Notre ratio passe alors à 0,83. C'est-à-dire qu'en l'état actuel, notre entreprise est capable uniquement de couvrir 83% de ce qu'elle doit à moins d'un an. Là aussi, toujours les mêmes réflexes de comparaison dans le temps et vis-à-vis des autres. Voilà, c'était la présentation de notre bilan financier à confirmer lors de quelques exercices. Je vous remercie de votre attention.